Kiambote Kieno, Kiambote ne Congo. Bonjour, bonsoir. Je suis votre professeur, je suis votre frère Bitombokele Lei Gomes. Je suis professeur du Mandombe, cofondateur du Mandombe University. Et je suis aussi collaborateur et porte-parole du projet de la Fédération internationale des descendants du Royaume Congo. Aujourd'hui, je voudrais commenter les idées innovantes, fantastiques de notre frère Moyo Wamvu Namvu. Il est l'initiateur du projet de la Fédération. Il a reçu la vocation de nous rassembler, de rassembler les Congos, et qu'il nous présente progressivement sa feuille de route pour la renaissance de la nation Congo. Alors, laissez-moi plutôt vous faire part de ces idées dont il n'a aucune prétention d'être indiscutable et auquel je joindrai un bref commentaire à la fin. Notre frère Moyo présente ses idées, sa pensée de la manière suivante. Il pense que notre vision est différente des autres en ce qu'elle capture l'énergie de l'éveil de conscience nationale Congo, manifeste à notre époque pour la convertir en institution vouée à la renaissance d'une nation Congo contemporaine ayant pour socle une identité culturelle commune. Nous sommes à un tournant de l'histoire dont témoignent des grandes mutations dans plusieurs domaines. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler des changements. Les siècles passés, les changements se faisaient de 50 ans en 50 ans. Donc, chaque génération, les sociétés devaient changer la manière de faire et de penser. Mais aujourd'hui, avec les grandes mutations, les grands changements, eh bien, les changements sont en train de se faire à une vitesse de croisière. Ce qui se faisait de 50 ans en 50 ans, aujourd'hui, ça se fait de 5 en 5 ans. Parfois, je suis en train d'exagérer. La vitesse des changements se fait peut-être à une vitesse de croisière encore. Donc, notre frère a tout à fait raison lorsqu'il dit que nous sommes à un tournant de l'histoire dont témoignent des grandes mutations dans plusieurs domaines. Alors que la civilisation occidentale est irréductiblement en fin de cycle, avec un bilan écosystémique lourd de conséquences par rapport à l'environnement et par rapport à l'humanité entière. D'ailleurs, le président Macron l'a dit. Si nous continuons avec les mêmes habitudes, eh bien, l'Europe va disparaître. Ça, ce sont les paroles du président Macron, si je ne me trompe pas, le 29 août 2019, lorsqu'il se dirigeait aux ambassadeurs. Alors, c'est juste pour dire que le phénomène des changements est une réalité existentielle.
et nous devions en tenir compte par rapport à notre identité culturelle. Voilà pourquoi notre frère Moyo pense que nous sommes aujourd'hui convaincus que la nation Congo est capable de proposer une alternative civilisationnelle pour contribuer à la survie de la planète à travers le Bukongo. Ensemble, en fait, le Bukongo, c'est un ensemble de principes directeurs de la conduite sociale fondée sur la valeur philosophique et spirituelle fondamentale du bon sens, encapsulée dans son humanisme qui montre. Eh bien, c'est ce que les anciens Égyptiens appelaient la Mahat. C'est un concept naturel à l'Afrique qui s'incarne dans notre identité culturelle et spirituelle. En commençant par examiner la réalité de la nation Congo, qui est un fait historique indéniable pour en évacuer la controverse doctrinale, plutôt théorique que réelle, à ce sujet en revisitant l'histoire. Car c'est à travers l'histoire que nous pouvons reconstituer notre identité culturelle. Fort de tous les attributs qui le caractérisaient, eh bien, le royaume Congo était un État. Un État avec toutes ses composantes. Il avait un gouvernement royal, une nation multi-ethnique appelée Congo Dianto-Otela et un territoire qui couvrait l'espace actuellement occupé partiellement par la RDC, c'est-à-dire le Congo démocratique, le Congo-Brazzaville, l'Angola, le Gabon et une partie du Cameroun, selon une version qui se veut officielle. Le fait que les conséquences de la conférence de Berlin aient détruit son gouvernement et son intégrité territoriale n'entraîne pas systématiquement la destruction de cette nation. Au contraire, la nation Congo a subsisté à la destruction des deux composantes de l'État, qui sont le gouvernement et le territoire. Comme on peut le constater par l'existence des communautés Congo dispersées dans le monde, enclavées dans des États étrangers à leur origine, suite à son morcellement. Eh bien, par ailleurs, nous pouvons observer aussi une résilience impressionnante des membres de ces communautés ayant persévéré la culture, ayant préservé aussi la culture, et qui continuent à s'auto-identifier aux origines Congo. Et cela se passe dans le monde entier. Cette capacité de résilience est une réalité existentielle de la culture Congo. Il s'agit alors d'une nation potentielle, en latence, dont la fédération et le parlement de la Renaissance ont la mission de manifester à terme pour assurer le passage de la nation virtuelle à la nation réelle. Par conséquent, ce sont les institutions qui donneront vie à la nation Congo, ainsi que
le rêve commun à ses membres qui lui indispensablement tiennent compte des particularismes propres à notre contexte historique. La renaissance de la nation contemporaine au Congo vise avant tout la réconciliation des peuples Congo par la reconstruction des liens brisés par l'esclavage et la colonisation pour une nation renouvelée, réunie autour d'une identité culturelle. D'où le paradigme ou encore le pragmatisme de notre vision qui propose un plan d'action pour rétablir ces liens à travers les 4 axes suivants. Le premier axe est lié à l'histoire du peuple Congo. Le deuxième axe est lié à la langue Kikongo. Le troisième axe est lié à l'écriture Mandombe. Et le 4e axe est lié à la religion, la spiritualité authentiquement Congo. Alors, nous devons avoir de la vision, l'ambition, le courage, la clairvoyance et le pragmatisme pour convertir cette énergie de l'ère du temps en institution nouvelle authentiquement Congo pour servir nos idéaux. En effet, être une nation sans État n'est pas un obstacle à notre organisation. Car en fait, il faut faire une différence entre une nation et un État. Ici, nous sommes en train de focaliser notre énergie sur la question de la nation, d'un peuple, un peuple dispersé dans le monde entier que nous aimerions reconstituer autour d'une nation. Nous ne parlons pas d'État, nous faisons mention d'une nation, la nation d'un peuple qui s'identifie autour d'une réalité culturelle commune. Ainsi, ayant constaté que la fédération n'aurait pas de compétences sur certaines questions existentielles de la nation, et nous pouvons continuer à remettre leur sort à tout vent des penseurs et chercheurs qui s'improvisent sans cesse pour réécrire notre histoire à leur goût, il est nécessaire d'instituer une autorité nationale, morale, intellectuelle et culturelle pour sanctionner toute production relative au royaume Congo et son peuple. Cet aspect est très fondamental. Car si on n'institue pas une organisation à laquelle nous allons octroyer une certaine autorité pour la censure et la légalisation de tous les aspects liés à notre culture, eh bien, ça sera le chaos. Ça sera la désorganisation comme nous sommes en train de le constater aujourd'hui. En ce qui concerne, par exemple, les mariages, la dot, Congo, il y a des exagérations. Où est l'institution des sages qui déterminent les principes sur la dot Congo? À un certain moment, parfois, c'est honteux. C'est comme si on réalise, la dot se transforme en un rituel de marchande où on serait en train de vendre notre fille.
Non. Il faudrait qu'il y ait une institution qui doit siéger, une institution qui doit avoir de l'autorité pour dire à tous les Congos, écoutez, au sujet de la dot, la procédure est la suivante. Personne ne peut définir la dot de sa fille au-delà de 50 € par exemple. Mais moi, Bitombokele, je ne peux pas décider ça. C'est ça la vision de Tata Moyo. Tata Moyo aussi, lui, ne peut pas décider ça. Il ne peut pas décider seul. Il faut que nous tous, nous puissions nous puissions disponibiliser notre pouvoir à une institution qui va légiférer tous ces principes. La dot, ce n'est qu'un cas, un exemple que je viens de donner. Par cette démarche, nous sommes parvenus à proposer la création d'un Parlement de la Renaissance. Parlement de la Renaissance. Ce qu'on pourrait appeler en termes techniques Nzobu Congo. Ça c'est en Kikongo, Nzobu Congo. Le Nzobu Congo, en fait, aura une structure tricamérale. Tricamérale. Lorsque nous parlons de tricamérale, ça dit que trois chambres. Nous avons le Nsaku. Bon, en fait, ça, ce sont des concepts que nous sommes allés prendre, que Tata Moyo est allé prendre dans notre culture. C'est-à-dire que il s'est inspiré de la structure organisationnelle du royaume Congo et il a pensé ramener ces concepts dans la réalité contemporaine, le temps que nous sommes en train de vivre. Donc, les trois chambres de Nzobu Congo seront constituées de la manière suivante. Nous avons le Nsaku, nous avons le Mpanzu, nous avons le Nzinga. Dans le royaume Congo, ces trois concepts symboliquement représentaient les clans traditionnels Congo et leur classification par compétence. Il y avait un clan lié à la science, lié à la politique, lié à la religion ou à la spiritualité. À l'époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ainsi, toute l'intelligentsia Congo, des sommités, des érudits, des experts, des inventeurs, des savants, des sages élus, ils seront réunis pour légiférer et trancher les questions vitales de la nation, du peuple Congo, qui seront soumises à leur attention. Donc le peuple, ou encore les aspects, les questions qui seront constatés dans notre communauté au sein du peuple Congo, eh bien, seront soumis à ces savants, à ces experts, à ces notables, pour qu'ils prennent des décisions après des discussions pour enfin légiférer et trancher. Tout ce qui sera légiféré et tranché sera désormais officiel et applicable et autoritaire au sein du peuple Congo, au sein de la communauté Congo, au sein de la nation Congo. Par exemple, les questions concernant la langue Kikongo.
Ça, c'est un cas. Nous avons plusieurs variantes. Plusieurs variantes. Plus de 200 variantes. Le Kikongo a plus de 200 variantes. Quelles sont les méthodes d'apprentissage que nous devions utiliser? Quel est le Kikongo, la variante du Kikongo que nous devions tous adopter? Comme aujourd'hui, nous avons l'américain, nous avons l'anglais britannique, il y a même l'anglais nigérien, il y a l'anglais africain, l'anglais de l'Afrique du Sud. Mais tout se trouve dans cette sphère de l'anglais. C'est la même chose. Nous encore, on est encore loin parce que la langue Kikongo était une langue qui était parlée par plusieurs personnes. C'est tout un peuple, toute une nation. Mais avec les éléments que nous avons fait mention en amont, eh bien, nous avons tout perdu. Donc aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, eh bien, la langue Kikongo est en danger de disparaître. Comment disparaissent les langues? Comment est-ce que les langues disparaissent? Eh bien, lorsqu'on n'utilise plus ces langues et lorsqu'il n'y a plus d'académie pour l'enrichissement de la langue. Pour que la langue, c'est comme une personne. Et la langue a une vie. Et la vie de la langue, c'est les éléments que le peuple intègre dans le système vocabulaire pour enrichir et développer la même langue par rapport aux découvertes scientifiques, par rapport aux recherches scientifiques, par rapport aux publications scientifiques en cette langue. C'est comme ça qu'une langue peut survivre, qu'une langue peut devenir de plus en plus puissante. Mais lorsque la langue est abandonnée à son sort et que chacun prend sa propre décision par rapport à cette langue, eh bien, c'est une langue vouée à la mort. À n'importe quel moment, on ne parlera plus de cette langue. Et c'est ce que nous sommes en train de constater dans le groupe de la fédération, où chacun, par rapport à sa position, sa préférence linguistique dans le Kikongo, eh bien, on a cette tendance de tirer la couverture de son côté. Et ça, c'est très dangereux et très grave. D'où il nous faut une autorité qui va légiférer les principes du développement de la langue Kikongo, les principes de la méthodologie de transmission du Kikongo. Le deuxième aspect, qui est un exemple que nous pourrons donner, c'est l'histoire du royaume Congo. On parlerait mieux de l'histoire du peuple Congo. Parce que lorsqu'on se fie juste à l'histoire du royaume Congo, eh bien, on est cadré ou on est figé dans un espace de temps bien spécifique, bien déterminé. Alors qu'ici, nous sommes en train de faire mention à une nation. Et la nation a son point de départ que nous pouvons considérer comme étant l'histoire du royaume Congo. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore une nation. Ce que nous sommes en train de faire présentement, cette vision de rassembler tous les Congos et créer des institutions qui permettront au peuple Congo de redéfinir son identité culturelle, eh bien, ça fait partie de l'histoire. Nous sommes à la croisée des chemins où nous sommes en train de redéfinir notre identité. Et ça fait partie de l'histoire.
Donc, l'histoire du royaume Congo et du peuple Congo, de la nation Congo, pourrait faire l'objet de la création des académies nationales pour les résoudre. Au lieu de laisser des individus à traiter ces aspects. C'est bien que nous avons vraiment des experts, des historiens qui maîtrisent très bien l'histoire. Mais ils ont besoin d'une structure qui va toujours légiférer, qui va toujours donner le label de l'autorité historique de leurs recherches. C'est aussi une façon de valoriser la propriété intellectuelle de ces historiens, de ces savants. Dans ce cadre, nous voulons aussi initier la création des prix catégoriels. Et ce sont des prix qui auront une échelle de valeur que la fédération devrait discerner aux personnes physiques et morales qui se seraient distinguées dans leur domaine par rapport à la promotion de la culture Congo. Vous voyez que mes très chers frères et sœurs, l'initiative des prix, c'est une initiative de motivation. C'est une initiative de reconnaissance des œuvres, du sacrifice, de l'amour que des experts, que des savants, que les personnalités qui marquent l'histoire de notre culture pourront bénéficier afin qu'il y ait réellement un développement émotionnel pour qu'ils puissent continuer à faire mieux. Nous avons par exemple le prix Simon Kimbangu, Kimpavita, et aussi ceux qui porteront les noms de nos héros de la diaspora. La liste des activités de cette institution est loin d'être exhaustive. Dans le domaine de l'économie, cette institution peut examiner les conditions de faisabilité pour la création d'une banque nationale Congo. Ceci pour aider au financement des activités à caractère économique pour le progrès social, économique de nos communautés. Ça, c'est un aspect très fondamental. Il faut toujours penser grand. L'aspect économique, c'est le grand virus de la communauté Congo ou encore du peuple Congo. Lorsque nous parlons du peuple Congo, eh bien, nous faisons toujours allusion à la situation de l'Afrique. Le peuple Congo, c'est un peuple africain. Il n'est pas en dehors de l'Afrique. Ça veut dire que tous les virus dont souffrent les Africains sont insérés aussi dans la réalité de la situation dans laquelle se trouve le peuple Congo. Mais lorsque un peuple se trouve dans une situation déplorable, une situation chaotique, il faut chercher des moyens pour s'en sortir. Il faut appliquer les lois, les principes de la restauration sociale. Et c'est bien ce que notre frère Tata Moyo
est en train de nous présenter. En fait, ça, ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment trop lié à l'intellectualisme, mais c'est lié à la vocation. Dans mes entretiens avec lui, je me suis rendu compte que il a eu la vocation de le faire. Et toutes ces idées qui sont en train de pleuvoir dans son subconscient n'est que la manifestation du pouvoir de nos ancêtres pour que le peuple Congo cesse de se perdre, pour que le peuple Congo puisse atteindre sa maturité, manifester sa maturité. Alors, l'aspect du développement économique est très fondamental. C'est dans cette perspective que Tata Moyo pense qu'il faut aussi penser à promouvoir une relation de développement économique et commercial sud-sud entre les communautés de la diaspora Congo et celles des Congos sur le continent africain. Nous tous, nous le savons que nous avons des afro-descendants Congo qui sont disséminés dans le monde entier et nous avons des Congos qui sont sur place sur le territoire africain. Donc la fédération ou encore toutes ces institutions vont faire de telle sorte qu'il y ait cette coopération sud-sud entre les communautés de la diaspora des afro-descendants Congo et la communauté des Congos sur le continent africain. Les idées sont fantastiques, sont judicieuses. C'est vraiment de la noblesse. Et cette réalité sera aussi porteuse d'espoir dans le domaine du transfert de technologie. L'un des points les plus faibles de l'Afrique, c'est l'incapacité de l'industrialisation des produits bruts en produits finis, que ce soit dans le domaine alimentaire, que ce soit dans le domaine des miniers, que ce soit dans le domaine de la santé. L'Afrique est dans un chaos épistémologique, un chaos technologique, d'où la nécessité de la promotion de la coopération technologique, épistémologique entre la diaspora des afro-descendants Congo et les Congos sur le continent africain. La question est de savoir quelle serait la source de légitimité pour cette institution. La source de légitimité pour cette institution. C'est la question fondamentale. Moi aussi, lorsque mon frère Tata Moyo m'avait fait cet exposé, je me suis dit, mais Tata Moyo, mais vous êtes en train de rêver très haut là. Comment est-ce que nous allons légitimer cette institution? Un parlement, nous sommes au Congo. Mais c'est grand. C'est très grand comme rêve. Oui, c'est très grand comme rêve. Mais un rêve matérialisable. Ce n'est pas une utopie. Alors, dans sa pensée, eh bien, Tata Moyo nous explique ceci. En effet, en relation avec le département de la fédération chargé de localiser et
d'identifier les Congos disséminés dans le monde pour leur intégration, eh bien, nous pouvons dénombrer les dites communautés, les organiser et dégager des représentants délégués à signer une convention culturelle qui instituerait ce parlement, le Nzobu-Congo, afin de légiférer en toute légitimité. J'espère qu'on a essayé un peu de comprendre cette réalité. La question fondamentale serait d'organiser, localiser d'abord les communautés Congo qui sont disséminées dans le monde entier. Par exemple, je regardais les images de la communauté Congo au Panama, la communauté Congo en Cuba, la communauté Congo en Colombie, la communauté Congo au Brésil. Vous vous rendez compte? Sans parler de la communauté Congo au niveau du Canada et puis des États-Unis. Alors, la fédération, par le truchement de son département, il va localiser, identifier toutes ces communautés qui sont éparpillées dans le monde entier et on va les intégrer dans la fédération et chaque organisation, chaque communauté organisée, identifiée, va déléguer des représentants pour venir signer une convention culturelle. La convention culturelle qui va nous amener à instituer un parlement que nous allons dénommer, que nous allons appeler le Nzobu-Congo. Et c'est dans cette perspective que nous en avons la légitimité en tant qu'initiative privée de la société civile. Et ce sont ces initiatives privées de la société civile qui sont encouragées et protégées par des instruments pertinents du droit international. Le droit international, et il y a d'autres déclarations des organismes spécialisés de l'ONU. En fait,